Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce 8e vidéoblog dans lequel nous allons donc évoquer les pour et les contre de la chirurgie. Voilà, donc j'ai voulu faire ce vidéoblog suite à la demande de plusieurs patientes qui me demandaient en fait si j'étais vraiment donc contre la chirurgie, quelles étaient mes raisons et surtout voilà, beaucoup d'entre elles me disaient bon ben c'est un peu prêcher pour ta paroisse le fait de essayer de mettre plus en avant la logopédie ou l'orthophonie que la chirurgie. Alors, je tenais donc à faire ce vidéoblog parce que il me semble important d'évoquer mes raisons, qui sont des raisons professionnelles, qui sont des raisons logopédiques, face à cette intervention chirurgicale. Et je parle, attention, bien évidemment, de la glottoplastie de Wendler, puisqu'il y a différentes techniques aujourd'hui. Donc, j'ai récemment mis sur ma page de Facebook Féminisation de la voix une alerte concernant une intervention qui provient de Thomas, qui a été réalisée pour la première fois en 2002. Je vous ai mis un petit lien qui mène à son site et où il explique toutes les étapes de cette chirurgie. Et cette chirurgie-là me semble très invasive déjà. Bon, il l'ouvre ici, donc déjà vous allez avoir de grandes cicatrices, une ou deux. Il coupe le larynx, la partie de devant, donc il la coupe, il l'enlève, il coupe les cordes vocales, il les recoue, enfin, waouh. Donc, vous dire que d'un point de vue logopédique, comme je suis logopède depuis 15 ans, enfin presque 15 ans, ça fait mal de voir ça, puisque sachant que j'apporte tellement de bien-être au niveau vocal à tellement de patientes tous les jours depuis 15 ans, sans devoir toucher à cet organe magnifique qui est le larynx, et c'est le traitement logopédique qui permet de garder justement une voix saine, ça me fait un petit peu mal, on va dire, ces chirurgies-là. Alors, comme je disais, et comme j'ai évoqué dans le vidéoblog précédent, si cette chirurgie était miraculeuse, effectivement fonctionnait, waouh, même si je devais chercher mon gagne-pain autre part ou me dédier à un autre secteur de la voix, je le ferais. Puisque ce qui m'intéresse le plus, forcément, c'est le bien-être de mes patientes. Mais ce n'est pas le cas. Donc, je me dois, plus que de dire oui, je suis contre la chirurgie, n'allez pas vers la chirurgie, non. Moi, j'essaie justement d'être neutre et de vous dire, bah écoutez, mon point de vue est celui-ci, mais c'est un point de vue qui est médical ou paramédical, et en tout cas qui vise votre santé et votre bien-être. Donc je vais évoquer quelles sont effectivement les conséquences vocales, fonctionnelles, mécaniques, anatomiques, organiques de la chirurgie, donc de la glottoplastie de Wendler. Et qu'est-ce qui explique aussi ma position? C'est-à-dire, quelle est ma position actuelle? En tout, on va la définir. Je ne suis pas partisane d'envoyer mes patientes vers les chirurgiens pour une glottoplastie de Wendler parce que j'en connais les effets, j'en connais les conséquences et je trouve ça dommage de se retrouver avec une voix aérée, avec une voix finalement pathologique, si on n'a pas testé avant la logopédie. Puisque la logopédie et l'orthophonie fonctionnent dans la plupart des cas, dans presque 100%, et vous permet justement d'éviter une intervention lourde au niveau du larynx, au niveau anatomique, et surtout qu'on n'a pas assez de recul pour savoir quels seront les effets lors du vieillissement de votre larynx, lors du vieillissement de vos cordes vocales, lors du vieillissement de votre voix. Donc voilà, donc on va essayer de structurer ce vidéoblog par partie. Donc la première partie, quelle est donc ma position? Ma position serait, avant tout, je conseille que vous commenciez par la logopédie et l'orthophonie, non pas parce que je prêche ma paroisse, sinon parce qu'il y a des effets secondaires négatifs, à mon point de vue, d'un point de vue logopédique et d'un point de vue vocal, qui sont assez lourds et qui vont aussi varier d'une patiente à l'autre, donc qui pourraient être un peu moins visibles ou audibles chez une patiente et plus chez une autre. Il n'y a pas non plus de garantie dans cette chirurgie. Donc, quels sont ces effets secondaires que j'estime négatifs ou ces conséquences au niveau physique, au niveau fonctionnel et qui vont altérer finalement le geste de la voix et qui me mènent à nommer ou à décrire cette voix conséquente post-chirurgicale, donc conséquente à la chirurgie, comme pathologique, et je le répète bien haut et bien fort, la voix qui découle de cette intervention restera, d'après mon expérience de ces dernières années, en tout cas, je crois, à vie pathologique. La première conséquence à citer, bien sûr, c'est que, étant donné que si ceci, ce sont les cordes vocales, et ça, c'est la tâche antérieure, si les cordes vocales, quand elles sont opérées, donc le chirurgien va un peu les couper ici, va les recoudre, voilà, va créer donc une synéchie ici.
bien sûr, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'espace par lequel vous respiriez qui avant était comme ça, si on fait un petit triangle qui avant était comme ça, maintenant forcément va être comme ça. Donc, premier effet secondaire négatif, c'est que l'espace par lequel vous respirez est restreint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand votre colonne d'air vient de vos poumons, va vers votre larynx, il y a une partie qui est fermée là devant. Donc avant, cette colonne sortait vers le haut d'une façon, enfin entièrement, puisque l'anatomie et le corps humain est bien fait, l'espace entre les cordes vocales s'ouvrent bien pour que l'air passe. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est qu'il y a une partie fermée. Donc cet air va monter, hop, cogner ici, devoir bouger et remonter. Donc déjà, en faisant ça, on est en train de perdre une partie de l'énergie que nous avions donc au départ. Donc on va déjà perdre de la puissance, on va dire au niveau de ce jet d'air qui sort, au niveau de cette colonne d'air. Donc ceci implique une diminution donc, de la projection vocale ou de la capacité de projection vocale. Ça implique également que si vous êtes habitué par exemple à produire ce genre d'intensité en parlant de cette façon, vous n'allez pas réussir à reproduire cette même intensité de voix, on va dire, avec la même colonne d'air. Donc ça implique que vous allez devoir envoyer plus d'air, donc travailler plus fort au niveau musculaire pour que votre voix soit audible de la même façon qu'elle l'était avant. Ça pour moi c'est vraiment la première conséquence négative. Pourquoi? Parce que d'un point de vue logopédique, orthophonique, pour le post-opératoire, nous n'allons pas nous concentrer directement dans la féminisation de la voix, nous allons nous concentrer sur une rééducation de ce geste phonatoire, ou en tout cas même pas une rééducation, une adaptation du geste phonatoire ou du mécanisme vocal pour que vous puissiez parler normalement ou en tout cas comme avant. On essaie de s'en rapprocher. Donc ça pour moi c'est le premier effet donc négatif. Il y a donc une réduction du temps maximal de phonation aussi, c'est-à-dire qu'en perdant une partie de cette puissance, on va dire, ou cette projection vocale, ou de cette projection d'air, ou de cette colonne d'air, le temps maximal de phonation, qu'est-ce que c'est? Simplement le fait d'être capable de maintenir un son pendant X secondes. Habituellement, moi je travaille toujours entre 10 et 15 secondes, ça dépend des patients, entre 12 et 15 secondes. Blablabla, jusqu'à par exemple 15 secondes. Qu'est-ce qui se passe si avant vous étiez capable de faire 15 secondes? Après la chirurgie, vous allez peut-être être capable de faire que 7 secondes. Qu'est-ce que ça implique? Parce que vous allez vous dire, dans mon quotidien, je ne passe pas ma vie à faire des A, bien sûr. Mais par exemple, vous voyez, moi quand je parle, parfois j'ai l'air de m'étouffer parce que j'ai envie de dire plein de choses. Donc forcément, voilà, je sais que parfois je parle très vite. Mais on a besoin d'un certain air, une certaine quantité d'air quand on parle pour faire des phrases ou pour parler. Là, je viens par exemple de respirer. Mais pour essayer donc de produire, on va dire, un message sans qu'il soit trop entrecoupé. Qu'est-ce qui se passe avec cette intervention? C'est qu'effectivement, comme il y a cette perte d'air, vous allez devoir respirer plus souvent. Donc, dans la plupart des vidéos que vous retrouverez par exemple dans YouTube, vous allez voir que les femmes qui parlent, après même 3 mois de la chirurgie, 4 mois, etc., elles vont parler et elles vont faire ça souvent. Et puis elles vont refaire ça et puis elles vont continuer à parler, elles vont faire ça. Donc, il y a besoin d'une prise d'air plus régulière, ce qui fait aussi que votre discours sera plus saccadé. Pour celles qui ont déjà travaillé avec moi, elles savent qu'un discours saccadé est très masculin. Les femmes, nous avons tendance à allonger le discours, ça monte, ça descend, etc. Mais c'est très fluide, il n'y a pas trop de coupures, en tout cas moins de coupures que dans un discours masculin. Donc déjà le fait que vous allez devoir couper, saccader, on va dire un peu votre discours pour reprendre de l'air, ça réduit un petit peu la féminité. D'accord? Ou alors en tout cas déjà, ça handicape un petit peu le message de la communication. Alors un autre point important, j'ai beaucoup de patientes qui évoquent le fait qu'elles perdent leur voix de tête. C'est quoi la voix de tête? C'est la voix de Fosset ou la voix de Mickey pour certaines. C'est cette voix-ci, ça c'est la voix de tête. Alors il est clair que moi dans mon quotidien, je ne parle pas avec cette voix, bien sûr. Mais c'est une voix qui nous sert beaucoup par exemple dans les exercices ou qui même nous sert dans notre quotidien sans qu'on le sache. Si j'ai quelqu'un qui vient derrière moi qui me surprend, ah je viens de faire une voix de tête, ça fait partie de mes expressions. Il y a des personnes qui ont un rire qui commence dans la voix de tête par exemple. Enfin, on va dire que c'est un mécanisme laryngé, puisque finalement la voix de tête n'est qu'un mécanisme laryngé où il y a des muscles qui travaillent, etc. Ce n'est pas une autre voix, hein. Ce n'est pas qu'on a un petit larynx qui ressort ici en haut, enfin non. Ça j'expliquerai si vous voulez dans un autre vidéoblog. Mais cette voix de tête est quand même importante. Et plus que cette voix de tête, ce qu'elles évoquent surtout, c'est le fait qu'elles n'arrivent plus
à monter dans les aigus. Alors ça a l'air paradoxal puisque la plupart d'entre elles qui vont s'opérer, c'est pour avoir des aigus. Alors je vous explique. Vous avez actuellement, si vous n'avez pas encore, donc si vous êtes femme transgenre, vous n'avez pas encore fait de logopédie pour la féminisation de la voix et vous venez de vous faire opérer, vous avez donc un discours, on va dire, qui est... Ou, pardon, excusez-moi, j'ai pu parler. Vous ne vous êtes pas encore fait opérer, voilà. Donc votre voix est actuellement ici, je veux dire dans un rang fréquentiel bas ou moyen, mais en tout cas, il est très serré. Donc, ça, ce sont les vibrations. Ok, donc c'est assez serré. La femme est un tout petit peu plus haut et c'est plus grand. Donc, on a une plus grande amplitude au niveau du balayage fréquentiel lorsqu'on parle. Donc, je veux dire, on va d'en haut, en bas, voilà, un petit peu fluide. Donc, si on revient ici à vous, vous avez actuellement ce rang fréquentiel qui est très court. Qu'est-ce que fait la chirurgie? La chirurgie, effectivement, vous monte un petit peu, mais garde ce rang fréquentiel très serré. L'idée, justement, pour féminiser une voix, c'est pas augmenter la fréquence fondamentale. De toute façon, on le fait puisqu'on a besoin pour balayer les fréquences. Mais l'idée, c'est quand même de faire ça. C'est que vous pouvez garder votre pouce, on va dire si c'est la base de votre rang fréquentiel dans les graves. Vous pouvez le garder en bas. Et ce qu'on va faire à ce moment-là, mes doigts sont trop petits, c'est donc augmenter vers le haut. Ok, je ne sais pas si je m'explique. Pour obtenir un rang fréquentiel plus fluide, on va dire. Donc, effectivement, j'ai beaucoup de patientes qui, inconsciemment, en faisant ça, elles déplacent un petit peu leur rang fréquentiel vers le haut et leur fréquence fondamentale augmente. Il y en a que non, et qui, au niveau, on va dire, sonore, on a la sensation d'avoir une voix beaucoup plus aiguë. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette chirurgie? C'est qu'effectivement, en dehors du fait de pour la plupart d'entre elles, de ne plus avoir de voix de tête, ne plus être capable de faire ceci, elles vont elles-mêmes, elles me disent elles-mêmes qu'en fait, ok, sa voix est plus aiguë, mais avant, j'arrivais quand même à faire d'autres aigus, même si c'était un petit peu artificiel, mais elle n'y arrive plus. Donc en fait, il paraît que cette chirurgie, qu'est-ce qu'elle fait, un effet secondaire très négatif, c'est qu'elle vous fige en fait dans ce rang fréquentiel qui est fermé. Et il y a même des patients qui me disent, je n'arrive même plus à descendre non plus. Donc en fait, ça vous déplace ici, mais ça vous fige là. Donc, moi qui préconise une féminisation de la voix, plus que de la voix aussi, de la façon de parler, de la communication, via ce développement donc de la mélodie et du balayage fréquentiel, ben, dans ce cas-ci, c'est raté. Donc même si je vous prends après la chirurgie en post-opératoire, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de notes que vous n'allez pas réussir à avoir. Donc ça, j'estime que c'est assez négatif puisque le but justement du traitement de féminisation de la voix, c'est de vous donner plus de fréquences et en tout cas agrandir votre extension vocale, l'élargir, l'enrichir, en dehors du fait de forcément la tirer un peu plus vers le haut, bien sûr, parce que plus que la tirer vers le haut, vers les aigus, pour celles qui s'y connaissent, on essaie vraiment d'atteindre une résonance plus haute, plus crânienne, on va dire d'une certaine façon, et éloigner finalement la voix des résonances basses et des résonances qui restent fortes dans la poitrine. Finalement, c'est ça. Donc la chirurgie, je vous invite à revoir toutes ces vidéos qu'à mon avis vous avez déjà vu 100 fois sur YouTube et d'évaluer un petit peu ça, d'évaluer un petit peu cette voix des femmes qui ont subi donc une glottoplastie de Wendler et repérer un petit peu ces petits points que je vous évoque. Donc, un dernier point qui me semble très très négatif, c'est le fait que la plupart de mes patientes se plaignent de s'étouffer. Donc ceci forcément est conséquent en fait de que l'espace aérien, enfin l'espace par lequel passe l'air est rétréci. Elles se plaignent de ne plus avoir d'air, de s'étouffer. Par exemple, il y en a qui font du footing le matin. Bon bah, elles me disent, je peux plus, je peux pas, je suis en manque d'air constamment. Donc ça me semble extrêmement négatif parce que bon, on évoque le footing, mais qui dit footing dit par exemple aussi faire l'amour. Tout ce qui va être activité physique, qui va nécessiter donc une prise d'air plus régulière puisque le corps a besoin d'une oxygénation plus importante, eh ben c'est foutu. Donc attention. Tout ceci, ce sont des... je le dis parce que j'ai le livre ici en bas et j'évoque tout ça dans le livre. Hein. Tout ceci, ce sont des remarques que j'ai effectivement pris de mon expérience professionnelle avec ces patientes, également de ce qu'elles m'ont transmis. Là, j'ai eu ça, de leur propre expérience. Après, cela ne veut pas dire que toutes les patientes vont avoir tous ces effets-là. Il y a peut-être aussi des nouveaux effets qui vont sortir ou il y en a peut-être qui auront moins d'effets négatifs. Mais en tout cas, habituellement, c'est ce qui en découle. Donc effectivement, ce fait que la patiente se plaint constamment d'un manque d'air, je trouve ça quand même assez négatif. Puisqu'après, comme je vous disais, ça va influencer non seulement sa vie quotidienne, son sport, sa vie même sexuelle,
Ça va également donc rentrer un petit peu en conflit avec ces échanges où quand on est dans un endroit bruyant, bon, bah, je ne peux pas forcer, enfin je ne peux pas projeter ma voix, je ne peux pas, je veux dire, parler plus fort puisque avec mon opération c'est plus possible, mes cordes vocales ne le permettent plus. Donc c'est là où les conséquences négatives de ces conséquences arrivent. Je m'explique. Tout ce que je viens d'énumérer, pour moi ce sont donc des effets de la chirurgie. Ce qui me mène à dire forcément que c'est une voix pathologique parce qu'une voix aérée, une voix qui est au niveau fonctionnel, enfin qui est dysfonctionnelle puisque on atteint, j'ai oublié de le dire, suite à la chirurgie, les premiers mois, et parfois ça se perpétue, la voix n'est pas claire, la voix est un peu rauque, est un peu aérée, elle est un peu comme ça. Ce n'est pas une voix naturelle, ce n'est pas une voix claire, donc ça reste une voix pathologique de mon point de vue. Donc ça, ce sont les effets de la chirurgie. Mais suite à ces effets, il y en a des autres qui arrivent. C'est quand vous, en tant que patiente, en tant que femme qui a été opérée, vous subissez ça, vous, inconsciemment et votre corps, vous allez essayer de pallier vous-même à ça. C'est-à-dire, bon, bah, j'arrive plus à parler aussi fort que je voulais, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais renforcer la tension musculaire. Je vais avoir besoin donc de tendre plus mes muscles, d'avoir plus de tension musculaire. Qu'est-ce que ça produit ça? Une fatigue vocale. Ou alors une fatigue musculaire à un autre niveau, le cou, ici, la nuque, les épaules, au niveau intercostaux, enfin des muscles intercostaux. Géolocalisé ou généralisé, en tout cas, il y a une fatigue qui s'installe. La fatigue vocale, qu'est-ce que ça implique? Extension de voix, raucité, perte de la qualité vocale. Voilà, donc c'est là où aussi moi j'interviens pour éviter ceci juste après la chirurgie ou pour pallier à ceci si vous venez me voir des mois après la chirurgie. Vous vous rendant compte que finalement, seulement par vous-même, vous n'êtes pas capable de pallier à ceci. Donc, je trouve ça quand même assez important parce que là, j'évoque une hypothèse qui forcément n'est pas encore prouvée puisqu'on n'a pas assez de recul, comme je disais. C'est-à-dire là, ça fait peut-être une dizaine d'années vraiment qu'on commence à avoir pas mal de cas et d'histoires de patientes qui se sont faites opérer. On commence à pouvoir analyser les effets en fonction de l'expérience de chacune. Mais on n'a pas encore, on va dire, un espace d'expérience de 40 ans, par exemple. Donc ça, l'hypothèse que je vais mettre maintenant, je ne peux pas la vérifier, mais je l'émets. C'est que, il y a déjà quelques patientes chez lesquelles, par exemple, des granulomes sont apparus aussi sur la synéchie, sur la partie antérieure qui a été recousue, etc. Justement, suite à cette colonne d'air qui monte et qui frappe toujours au même endroit avant d'être déviée vers l'espace de sortie, on va dire. Donc, il y a déjà ici des petites formations qui se font suite justement à ça, voilà. Mais mon hypothèse est la suivante, est qu'effectivement, si la patiente se doit d'être constamment en tension musculaire pour produire une voix, donc déjà là on est face à une altération profonde du geste vocal, est-ce que par la suite, cette fatigue vocale ne va pas se perpétuer? Est-ce que quand le ligament vocal va commencer à vieillir, c'est-à-dire la corde vocale va commencer à vieillir, les tissus vont vieillir, les muscles vont vieillir, les tendons, tout ça, est-ce qu'effectivement cette voix il ne va pas avoir une extension de voix ou il ne va pas avoir une aphonie ou une dysphonie qui va s'installer? Est-ce que la voix va vraiment être humaine dans le sens où parfois on se retrouve aussi face à des voix robotiques malheureusement suite à cette chirurgie? Et ici, on parle que la chirurgie s'est bien passée, sans évoquer les cas où la chirurgie ne s'est pas bien passée, où par exemple, il y a un point qui a sauté, où on se retrouve avec une voix diplophonique. Là, je vous invite à voir, il y a une vidéo, même si c'est en espagnol, d'une patiente avec qui j'ai dû travailler. Forcément, je n'ai pas travaillé la phonisation de la voix, j'ai vraiment centré ou ciblé le traitement dans une partie fonctionnelle pour qu'elle puisse juste pouvoir parler sans devoir se tuer au niveau musculaire. Je vous invite à la voir, vous allez voir, c'est une patiente, une femme qui parle. Elle a une voix diplophonique totale, c'est-à-dire elle a une voix double, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a eu un trou qui s'est fait ici, malgré le fait que le chirurgien l'a recousu 2 fois, je crois. Le trou s'est quand même défait, donc en fait, il y avait comme 2 espaces d'air, donc forcément, ça faisait comme si on avait 2 voix. En dehors de ça, elle n'a pas vraiment une voix audible, c'est horrible, la pauvre, elle travaillait beaucoup dans le spectacle. Et maintenant, voilà, sa vie est foutue, antidépresseur. Il faut penser à tous ces effets-là. Alors, je ne veux pas vous faire peur, j'essaye d'être objective et ce que je vous raconte là, je ne fais qu'évoquer des faits qui sont basés sur des expériences de patientes. Et de mon point de vue logopédique, ce que moi je remarque, puisque moi après je dois venir et rééduquer ou on va dire réparer un peu tout ça, comme je le peux. Donc, très important ce vidéoblog, il est un peu plus long que les autres parce que j'estime qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'invite forcément les ORL qui verront ce vidéoblog à me contacter
ou à laisser leurs commentaires et leurs appréciations. Forcément, moi, je ne suis pas chirurgienne, je n'ai pas non plus la vérité universelle. En tout cas, moi, je vous parle vraiment plutôt d'un côté, d'un point de vue fonctionnel de la voix. J'invite donc les ORL à discuter avec nous, à commenter, à échanger avec nous à ce sujet-là. Moi, je vous donne, comme je dis au début de ce vidéoblog, mon point de vue logopédique, mon point de vue professionnel, et aussi basé sur l'expérience de toutes ces femmes qui se sont fait opérer et qui, malheureusement, après, n'étaient pas trop satisfaites parce que ce n'était pas ça. Donc, je sais que la chirurgie a l'air très simple, très facile. Oui, je me fais opérer, c'est simple, plus facile que passer 3 mois à travailler avec Mariella. C'est un... Oui, bon, il faut faire un petit peu l'équilibre, travailler 3 mois de façon intense et puis être tranquille toute sa vie, ou se faire opérer et passer un peu toute sa vie avec une voix qui n'est pas trop féminine finalement. Parce que mon point de vue, et là je le garde, enfin je le décris comme vraiment mon point de vue personnel, c'est que finalement les voix qui en découlent ne sont pas du tout, à mon point de vue, des voix féminines. Une voix aérée, presque rauque, une voix comme ceci finalement, malgré le fait que beaucoup de personnes puissent penser que ceci c'est très féminin, c'est pas féminin ceci est pathologique. Une voix féminine serait plutôt quelque chose comme ça, même si je peux la faire un peu plus rauque aussi, fait de monter, de descendre, une voix saine, je peux parler plus fort, je peux parler moins fort, je peux aller vers le haut, je peux aller vers le bas, c'est ça une voix saine. C'est pas une voix comme ça où je vais essayer de parler plus fort et je n'arrive pas. Donc voilà, je vous invite à réfléchir, à me contacter si vous avez des questions. Ne gardez aucune question en vous avant de prendre ce genre de décision. Voilà. Et je vous attends donc sur WhatsApp comme d'habitude de 24h/24 au 0034 625 14 46 47 sur mon site web www.femivos.es/fr. Là aussi il y a quelques petits audios de patientes, j'ai jamais le temps de tout mettre mais bon, quelques petits audios de patientes aussi. Attention, les audios que vous entendez, c'est pas parfois la voix définitive, ce sont des voix aussi intermédiaires pendant le traitement. Donc voilà. Mais je crois qu'il y a quand même des bonnes preuves que la logopédie fonctionne. Et puis il y a pas mal de témoignages aussi. J'ai souvent des nouveaux témoignages de patientes qui veulent partager ce qu'elles ont vécu avec moi puisqu'effectivement elles sont satisfaites. Donc voilà, je vous invite de toute façon à me contacter par Skype bien sûr. Si vous avez besoin d'un premier petit rendez-vous avec moi, totalement gratuit, sachez-le. On se connaît, on parle, on évalue un petit peu votre voix, on voit comment on peut commencer le traitement. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes et à très bientôt.